1984, partie 6 du livre audio, chapitre 4 de la deuxième partie du roman. Winston jeta un regard circulaire dans la petite chambre râpée qui était au-dessus du magasin de M. Charrington. Le grand lit, près de la chambre, était fait, avec des couvertures déchirées et un traversin découvert. La pendule ancienne, au cadran de 12 heures, faisait entendre son tic-tac sur la cheminée. Dans un coin, sur la table pliante, le presse-papier de verre qu'il avait acheté lors de sa dernière visite luisait faiblement dans la demi-obscurité. Sur la galerie de la cheminée, il y avait un fourneau à pétrole en étain martelé, une casserole et 2 tasses fournies par M. Charrington. Winston alluma le brûleur et mit à bouillir de l'eau et quelques tablettes de saccharine. Les aiguilles de la pendule indiquaient 7, 20. Il était réellement 19h20. Elle devait arriver à 19h30. Folie, folie, lui répétait son cœur. Folie consciente, gratuite, qui mènerait au désastre. De tous les crimes que pouvait commettre un membre du parti, c'était celui-ci qui pouvait le moins se dissimuler. À la vérité, l'idée l'avait d'abord hanté sous forme d'une vision de presse-papier de verre reflété par la surface de la table. Ainsi qu'il l'avait prévu, M. Charrington n'avait fait aucune difficulté pour louer la chambre. Il était visiblement content de gagner quelques dollars. Il ne fut pas non plus choqué et ne se montra pas agressivement compréhensif quand il fut entendu que Winston désirait la chambre pour des rendez-vous d'amour. Au contraire, son regard se fit lointain. Il parla de généralités d'un air si délicat qu'il donnait l'impression d'être devenu en partie invisible. L'isolement, dit-il, avait son prix. Chacun désirait disposer d'un endroit où se trouver seul à l'occasion. Cet endroit trouvé, c'était la moindre des politesses que celui qui était au courant garda pour lui ce qu'il savait. Il ajouta même, avec presque l'air de s'effacer et de cesser d'exister, qu'il y avait 2 entrées à la maison, dont l'une par la cour de derrière, qui donnait sur une allée. Quelqu'un chantait sous la fenêtre. Winston, protégé par le rideau de mousseline, regarda au dehors. Le soleil de juin était encore haut dans le ciel et, en bas, dans la cour baignée de soleil, une femme aux avant-bras d'un brun rouge, qui portait, attaché à la taille, un tablier en toile à sac, marchait en clopinant entre un baquet à laver et une corde à sécher. Monstrueuse et solide comme une colonne romane, elle épinglait sur la corde des carrés blancs dans lesquels Winston reconnut des couches de bébé. Dès que sa bouche n'était pas obstruée par des épingles à linge, elle chantait d'une voix puissante de contralto. Ce n'était qu'un rêve sans espoir. Il passa comme un soir d'avril, un soir. Mais un regard, un mot, les rêves ont recommencé. Ils ont pris mon cœur et l'ont emporté. L'air avait couru dans Londres pendant les dernières semaines. C'était une de ces innombrables chansons, toutes semblables, que la sous-section du commissariat à la musique publiait pour les prolétaires. Les paroles de ces chansons étaient composées, sans aucune intervention humaine, par un instrument appelé versificateur. Mais la femme chantait d'une voix si mélodieuse qu'elle transformait en un chant presque agréable la plus horrible stupidité. Winston pouvait entendre le chant de la femme, le claquement de ses chaussures sur les dalles, les cris des enfants dans la rue et, quelque part dans le lointain, le grondement sourd du trafic de la cité. La chambre paraissait cependant curieusement silencieuse grâce à l'absence de télécran. « Folie, folie, folie !» pensa-t-il encore. Il était inconcevable qu'il pût se fréquenter cet endroit plus de quelques semaines sans être pris. Mais la tentation d'avoir un coin secret qui fût vraiment à eux, qui fût dans une maison, accessible, sous la main, avait été trop forte pour tous deux. Après leur visite au beffroi, il leur avait été impossible, pendant quelque temps, d'organiser des rencontres. En prévision de la semaine de la haine, les heures de travail avaient été rigoureusement augmentées.
Elle n'aurait lieu que dans plus d'un mois, mais les préparatifs grandioses et compliqués qu'elle exigeait entraînaient pour tout le monde un surcroît de travail. Finalement, ils s'arrangèrent tous deux pour avoir le même jour un après-midi de liberté. Ils s'étaient entendus pour retourner à la clairière du bois. La veille, ils se rencontrèrent un court instant dans la rue. Comme d'habitude, Winston regardait à peine Julia tandis qu'il se laissait emporter par la foule. Mais le bref coup d'œil qu'il lui jeta lui apprit qu'elle était plus pâle que de coutume. « Rien à faire, » murmura-t-elle aussitôt qu'elle jugea pouvoir parler sans danger. « Pour demain, je veux dire. »« Quoi ? » ?»« Demain après-midi, je ne peux pas venir. »« Pourquoi ? » ?»« Oh, pour la raison habituelle. C'est venu plus tôt cette fois. » Il fut, pendant un moment, pris d'une violente colère. Pendant ce mois de fréquentation, la nature de son sentiment pour elle avait changé. Au début, il comportait peu de vraie sensualité. Leur premier contact amoureux avait été simplement un acte de volonté. Mais ce fut différent après la deuxième fois. L'odeur de ses cheveux, le goût de sa bouche, le contact de sa peau semblaient s'être introduits en lui ou dans l'air qui l'entourait. Quand elle dit qu'elle ne pouvait venir, il eut l'impression qu'elle le trompait. Mais, juste à cet instant, la foule les poussa l'un contre l'autre, et leurs mains se rencontrèrent par hasard. Elle pressa rapidement le bout des doigts de Winston, comme pour solliciter, non son désir, mais son affection. Et l'idée vint à Winston que, lorsqu'on vivait avec une femme, ce désappointement périodique était un événement normal. Une profonde tendresse, qu'il n'avait pas encore ressentie pour elle, s'empara de lui. Il aurait voulu qu'ils fussent un couple de mariés de 10 ans. Il aurait voulu pouvoir se promener avec elle dans la rue, exactement comme il le faisait, mais ouvertement et sans crainte, et parler de choses ordinaires en achetant de petits objets pour leur ménage. Il aurait voulu par-dessus tout avoir un endroit où il pourrait être seul sans se sentir obligé de faire l'amour chaque fois qu'ils se rencontraient. Ce ne fut pas réellement à cet instant, mais à un moment du jour suivant que l'idée lui vint de louer la chambre de M. Charrington. Quand il en parla à Julia, elle accepta avec une promptitude inattendue. Tous deux savaient que c'était une folie. C'était comme s'ils se rapprochaient volontairement de leur tombe. Tandis qu'il attendait, assis au bord du lit, il pensa une fois de plus aux caves du ministère de l'amour. Le rythme suivant lequel l'horrible destinée à laquelle ils étaient voués entrait dans la conscience et en sortait, était curieux. Il était là, ce destin. Son heure était fixée dans l'avenir. Il précédait la mort aussi sûrement que 99 précèdent 100. On ne pouvait l'éviter. Mais peut-être pouvait-on en reculer l'échéance. Et pourtant, il arrivait que l'on choisisse, par un acte conscient, volontaire, d'écourter l'intervalle par lequel on en était séparés. Un pas rapide se fit entendre dans l'escalier. Julia fit irruption dans la pièce. Elle portait un sac à outils en grosse toile brune, dont il l'avait vue charger maintes fois dans les bâtiments du ministère. Il s'élança pour la prendre dans ses bras, mais elle se dégagea assez rapidement, car elle tenait encore le sac à outils. « Une seconde, dit-elle. Laisse-moi seulement te montrer ce que j'apporte. »« Tu as apporté de cet immonde café de la Victoire ? Je pensais que tu l'aurais fait. Tu peux le mettre de côté. Nous n'en aurons pas besoin. Regarde. » Elle s'agenouilla, ouvrit le sac et en sortit pêle-mêle quelques clés anglaises et un tournevis qui en remplissait la partie supérieure. En dessous, il y avait une quantité de paquets bien faits, enveloppés de papier. Le premier paquet qu'elle passa à Winston provoquait une sensation étrange mais vaguement familière. Il était plein d'une substance lourde et friable qui cédait quand on y touchait. « Ce n'est pas du sucre ?» demanda-t-il. « Du vrai sucre, pas de la saccharine, du sucre. Et voici une miche de pain, du vrai pain blanc, pas notre horrible substance.
et un petit pot de confiture. Et voici une boîte de lait. Mais vois, je suis vraiment fière de celui-là. J'ai dû l'envelopper d'un bout de toile à sac parce que... Mais elle n'avait pas besoin de lui dire pourquoi elle l'avait enveloppé. Le parfum se répandait déjà dans la pièce. Un parfum riche et chaud qui semblait être une émanation de sa première enfance, mais qu'on pouvait encore rencontrer. Parfois, avant le claquement d'une porte, il se répandait dans un passage. Parfois, il se diffusait mystérieusement dans la foule. On le respirait un instant, puis on le perdait. « C'est du café, » murmura-t-il. « Du vrai café. »« C'est le café du parti intérieur. Il y en a là 1 kilo entier, » dit-elle. « Comment as-tu fait pour te procurer tout cela ?»« C'est tout des victuailles du parti intérieur. Ils ne sont privés de rien, ces porcs, de rien. Mais, naturellement, les garçons, les serviteurs, les gens chipent des choses et... Vois, j'ai aussi un petit paquet de thé. » Winston s'était accroupi près d'elle. Il déchira un coin de paquet et l'ouvrit. « C'est du vrai thé, pas des feuilles de mûre. »« Il y a eu dernièrement un arrivage de thé. Ils ont pris l'Inde ou quelque autre pays, » dit-elle vaguement. « Mais écoute, mon chéri, je voudrais que tu me tournes le dos pendant 3 minutes. Va t'asseoir de l'autre côté du lit, pas trop près de la fenêtre, et ne te retourne pas avant que je ne te le dise. » Winston regarda distraitement à travers le rideau de mousseline. En bas, dans la cour, la femme au bras rouge évoluait encore entre le baquet et la corde. Elle ôta de sa bouche 2 épingles de bois et chanta avec sentiment. « On dit que le temps guérit toute blessure. On dit que l'on peut toujours oublier. Mais la vie est toujours là, et tout le temps qu'elle dure, par la joie ou par les pleurs, toujours mon cœur est travaillé. » Elle semblait connaître par cœur toute la rengaine. Sa voix s'élevait dans la douceur de l'air d'été, mélodieuse et chargée d'heureuse mélancolie. On avait l'impression qu'elle eût été parfaitement heureuse, pourvu que le soir de juin fût infini et le nombre de couches inépuisable. Heureuse de rester là des milliers d'années à attacher des couches et chanter des stupidités. Winston fut frappé par le fait étrange qu'il n'avait jamais entendu chanter, seul et spontanément, un membre du parti. Cela aurait paru légèrement non orthodoxe. Ce serait une excentricité dangereuse, comme de se parler à soi-même. Peut-être était-ce seulement quand les gens n'étaient pas loin de la famine qu'ils avaient des raisons de chanter. « Maintenant, tu peux te retourner, » dit Julia. Il se retourna et, pendant 1 seconde, faillit presque ne pas la reconnaître. Il s'était attendu à la voir nue. Mais elle n'était pas nue. La transformation qu'elle avait opérée était beaucoup plus surprenante que cela. Elle s'était fardé le visage. Elle avait dû se glisser dans quelques magasins des quartiers prolétaires et acheter un assortiment complet de produits de beauté. Ses lèvres étaient d'un rouge foncé, ses joues étaient fardées, son nez poudré. Il y avait même sous les yeux un soupçon de quelque chose qui les avivait. Ce n'était pas fait très habilement, mais les références de Winston en la matière ne valaient pas cher. Jamais auparavant il n'avait vu ou imaginé une femme du parti avec du fard sur le visage. Avec seulement quelques touches de couleur où il fallait, elle était devenue non seulement beaucoup plus jolie, mais surtout beaucoup plus féminine. Ses cheveux courts et sa blouse de jeune garçon ajoutaient plutôt à cet effet. Quand il la prit dans ses bras, une vague de parfum de violette synthétique lui vint aux narines. Il se souvint de la pénombre d'une cuisine en sous-sol et de la bouche caverneuse d'une femme. Elle avait employé exactement le même parfum, mais cela ne semblait pas, en cet instant, avoir d'importance. « Du parfum aussi, dit-il. « Oui, chérie, du parfum aussi. Et sais-tu ce que je vais faire la prochaine fois ? Je vais me procurer une réelle robe de femme et la porter à la place de ces saloperies de culottes. J'aurai des bas de soie et des chaussures à talons hauts. Dans cette pièce, je serai une femme, pas une camarade du parti. »
Ils enlevèrent leurs vêtements et grimpèrent sur l'immense lit de mahogany. C'était la première fois que Winston se déshabillait et se mettait nu en sa présence. Jusqu'alors, il avait été trop honteux de son corps pâle et maigre, des varices en saillie sur ses mollets, de la tache décolorée au-dessus de son cou de pied. Il n'y avait pas de drap, mais la couverture sur laquelle ils s'étendirent était élimée et lisse. Les dimensions et l'élasticité du lit les étonnèrent tous deux. « C'est certainement plein de punaises, mais qu'importe, » dit Julia. On ne voyait jamais alors de lit pour deux, sauf chez les prolétaires. Il était arrivé à Winston, pendant son enfance, de dormir dans un lit de ce genre. Julia, autant qu'elle put s'en souvenir, ne s'était jamais trouvée dans un semblable lit. Ils dormirent un moment. Quand Winston se réveilla, les aiguilles de la pendule avaient tourné et atteignaient presque le chiffre 9. Il ne bougea point, parce que, au creux de son bras, la tête de Julia endormie reposait. Une grande partie de son fard était passée sur le visage de Winston et sur le traversin. Mais une légère teinte rouge faisait encore ressortir la beauté de sa pommette. Un rayon jaune du soleil couchant tombait au pied du lit et éclairait la cheminée où l'eau bouillait à gros bouillons dans la casserole. Dans la cour, en bas, la femme avait cessé de chanter, mais les cris des enfants dans la rue flottaient assourdis dans la chambre. Winston se demanda vaguement si, dans le passé aboli, cela avait été un événement normal de dormir dans un lit comme celui-ci, dans la fraîcheur d'un soir d'été, d'être un homme et une femme sans vêtements, de faire l'amour quand on le voulait, de converser sur des sujets que l'on choisissait, de ne sentir aucune obligation de se lever, d'être simplement étendu et d'écouter les sons paisibles de l'extérieur. Sûrement, il n'y avait jamais eu d'époque où cela aurait paru naturel. Julia se réveilla, se frotta les yeux, se souleva et s'appuya sur un coude pour regarder le fourneau à pétrole. « La moitié de l'eau s'est évaporée, » dit-elle. « Je vais tout de suite me lever et faire du café. Nous avons 1 heure. À quelle heure éteint-on chez toi ? » À 23h30. À mon foyer, c'est 23 heures. Mais il nous faudra rentrer plus tôt que cela parce que... Hé, dehors, sale bête ! Elle se retourna dans le lit, attrapa un soulier sur le parquet et le lança avec violence dans un angle de la pièce, d'une détente brusque et juvénile du bras, exactement comme il l'avait vu, un matin, lancer le dictionnaire contre Goldstein pendant les 2 minutes de la haine. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, surpris. « Un rat. J'ai vu pointer son sale museau hors de la boiserie. Il y a un trou, là. Mais je lui ai foutu les foies. »« Des rats » murmura Winston. « Dans cette chambre ?»« Il y en a partout, » dit Julia avec indifférence en se recouchant. « Nous en avons même dans la cuisine, au foyer. Il y a des parties de Londres où ils fourmillent. Savais-tu qu'ils attaquent les enfants ? Oui, des enfants. Dans certaines rues, les femmes n'osent pas laisser un bébé tout seul 2 minutes. Ce sont les grands gros bruns. Et l'horrible, c'est que ces sales bêtes, toujours... »« Tais-toi, » dit Winston, les yeux étroitement fermés. « Chérie, tu es devenu tout pâle. Qu'y a-t-il ? Ce sont les rats qui te donnent mal au cœur ?»« De toutes les horreurs du monde, un rat !» Elle se pressa contre lui, enroula ses membres autour de lui, comme pour le rassurer avec la chaleur de son corps. Il ne rouvrit pas les yeux immédiatement. Il avait eu, pendant quelques minutes, l'impression de revivre un cauchemar qui, au cours des années, revenait de temps en temps. C'était toujours à peu près le même. Il était debout devant un mur d'ombre, et de l'autre côté de ce mur, il y avait quelque chose d'intolérable, quelque chose de trop horrible pour être affronté. Dans son rêve, son sentiment profond était toujours un sentiment de duperie volontaire, car, en fait, il savait ce qu'il y avait derrière le mur d'ombre. Il aurait même pu, d'un effort mortel, comme s'il arrachait un morceau de son propre cœur, tirer la chose en pleine lumière. Il se réveillait toujours sans avoir découvert ce que c'était. Mais cela se rapportait, d'une manière ou d'une autre,
à ce qu'allait dire Julia quand il lui avait coupé la parole. « Excuse-moi, dit-il, ce n'est rien. Je n'aime pas les rats, c'est tout. »« Ne te tourmente pas, chérie, ces sales brutes de rats n'entreront pas ici. Avant que nous partions, je vais boucher le trou avec un bout de toile à sac, et la prochaine fois que nous viendrons, j'apporterai un peu de plâtre et je le fermerai proprement, tu verras. » L'instant de panique aveugle était déjà à moitié oublié. Légèrement honteux de lui-même, Winston s'assit, appuyé au dossier du lit. Julia se leva, enfila sa combinaison et fit le café. L'odeur qui montait de la casserole était si puissante et si excitante qu'ils fermèrent la fenêtre, de peur qu'elle ne fût remarquée par quelqu'un du dehors et qu'elle n'éveillât la curiosité. Ce qui était même meilleur que le goût du café, c'était le velouté donné par le sucre, sensation que Winston, après des années de saccharine, avait presque oubliée. Une main dans sa poche, l'autre tenant une tartine de confiture, Julia errait dans la pièce. Elle regarda la bibliothèque avec indifférence, indiqua le meilleur moyen de réparer la table pliante, se laissa tomber dans le fauteuil usé pour voir s'il était confortable, regarda l'absurde pendule aux 12 chiffres avec un amusement bienveillant. Elle apporta le presse-papier de verre sur le lit pour le voir sous une lumière plus vive. Winston le lui prit des mains, fasciné comme toujours par l'aspect doux et la transparence liquide du verre. « Que penses-tu que ce soit ?» demanda Julia. « Je ne pense pas que ce soit quelque chose. Je veux dire, je ne pense pas que cela ait jamais été destiné à servir. C'est ce que j'aime en lui. C'est un petit morceau d'histoire que l'on a oublié de falsifier. C'est un message d'il y a 100 ans, si l'on sait comment le lire. Et ce tableau, là-haut ?» Elle indiquait, de la tête, la gravure sur le mur en face d'elle. « Est-ce qu'il est vieux d'un siècle ?»« Plus que cela. 2 siècles, peut-être. Il est absolument impossible aujourd'hui de découvrir l'âge de quoi que ce soit. » Elle traversa la pièce. « Voici l'endroit où cette saloperie de bête a passé le nez, » dit-elle, en frappant sur la boiserie immédiatement sous le tableau. Elle regarda le tableau. « Où ça se tient? J'ai vu ça quelque part. »« C'est une église, ou tout au moins c'en était une. On l'appelait l'église de Saint-Clément. » Le fragment de refrain que lui avait appris M. Charrington lui revint à l'esprit, et il ajouta, à demi nostalgique, « Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. » À sa stupéfaction, elle répondit au vers par un vers. « Tu me dois 3 farthings, disent les cloches de Saint-Martin. »« Quand me payeras-tu, disent les cloches du vieux Bailey. » Je ne me souviens pas de la suite, mais je me rappelle en tout cas que cela se termine ainsi. Voici une chandelle pour aller vous coucher. Voici un couperet pour vous couper la tête. C'était comme les 2 moitiés d'un contre-saint. Mais il devait y avoir une autre ligne après, les cloches du vieux Bailey. Peut-être pourrait-on l'extraire de la mémoire de M. Charrington, si elle était convenablement excitée. « Qui t'a appris cela ?» demanda-t-il. « Mon grand-père. Il avait l'habitude de me le répéter quand j'étais petite. Il a été vaporisé quand j'avais 8 ans. En tout cas, il disparut. Je me demande ce que c'était. Un citron, ajouta-t-elle, sans logique. J'ai vu des oranges. C'est une sorte de fruit rond et jaune, avec une peau épaisse. » « Je me souviens des citrons, » dit Winston. « Ils étaient très connus entre 1950 et 1959. Ils étaient tellement acides qu'on avait les dents glacées, rien qu'à les sentir. »« Je suis sûre qu'il y a des punaises derrière ce tableau, » dit Julia. « Je le descendrai un de ces jours, et je lui donnerai un bon coup de torchon. Je crois qu'il est presque temps de nous en aller. Il faut que je lave ma figure pour enlever ce fard. Quel ennui! J'enlèverai ensuite de ton visage le rouge à lèvres. » Winston resta couché quelques minutes encore. La chambre s'assombrissait. Il se tourna vers la lumière et resta étendu, les yeux fixés sur le presse-papier de verre. Il y avait en cet objet une telle profondeur,
Il était pourtant presque aussi transparent que l'air. C'était comme si la surface du verre était une arche du ciel enfermant un monde minuscule avec son atmosphère complète. Il avait l'impression de pouvoir y pénétrer. Il s'imaginait, il ressentait que, pour de bon, il était à l'intérieur du verre, avec le lit de mahogany, la table pliante, la pendule, la gravure ancienne et le presse-papier lui-même. Le presse-papier était la pièce dans laquelle il se trouvait, et le corail était la vie de Julia et la sienne, fixée dans une sorte d'éternité au cœur du cristal. Chapitre 5. Sim avait disparu. Un matin, il avait été absent de son travail. Quelques personnes sans cervelle commentèrent son absence. Le jour suivant, personne ne mentionna son nom. Le 3e jour, Winston se rendit au vestibule du commissariat aux archives pour regarder le tableau des informations. L'une des notices contenait une liste imprimée des membres du comité des échecs dont Sim avait fait partie. Cette liste paraissait à peu près semblable à ce qu'elle était auparavant. Rien n'avait été raturé. Mais elle avait un nom en moins. C'était suffisant. Sim avait cessé d'exister. Il n'avait jamais existé. Le temps chauffait dur. Dans le labyrinthe du ministère, les pièces sans fenêtres, dont l'air était conditionné, gardaient leur température normale. Mais à l'extérieur, les pavés brûlaient les pieds et la puanteur du métro aux heures d'affluence était horrible. Les préparatifs pour la semaine de la haine battaient leur plein et le personnel de tous les ministères faisait des heures supplémentaires. Processions, réunions, parades militaires, conférences, exhibitions d'effigies, spectacles de cinéma, programmes de télécran, tout devait être organisé. Des tribunes devaient être dressées, des effigies modelées, des slogans inventés, des chansons écrites, des rumeurs mises en circulation, des photographies maquillées. On avait enlevé à la section de Julia, dans le commissariat aux romans, la production des romans. Ce département sortait maintenant, à une cadence précipitée, une série d'atroces pamphlets. Winston, en plus de son travail habituel, passait de longues heures chaque jour à parcourir d'anciennes collections du Times et à changer et embellir des paragraphes concernant les nouvelles qui devaient être commentées dans des discours. Tard dans la nuit, alors qu'une foule de prolétaires bruyants errait par les rues, la ville avait un curieux air de fébrilité. Les bombes fusées s'abattaient avec fracas plus souvent que jamais. Parfois, dans le lointain, il y avait d'énormes explosions que personne ne pouvait expliquer et à propos desquelles circulaient de folles rumeurs. Le nouvel air qui devait être la chanson thème de la semaine de la haine, on l'appelait la chanson de la haine, avait déjà été composé et on le donnait sans arrêt au télécran. Il avait un rythme d'aboiement sauvage qu'on ne pouvait exactement appeler de la musique, mais qui ressemblait au battement d'un tambour. Quand, chanté par des centaines de voix, il scandait le bruit des pas, il était terrifiant. Les prolétaires s'en étaient entichés et, au milieu de la nuit, ils rivalisaient dans les rues avec l'air encore populaire. Ce n'est qu'un rêve sans espoir. Les enfants de Parsons le jouaient de façon insupportable à toutes les heures du jour et de la nuit, sur un peigne et un bout de papier hygiénique. Les soirées de Winston étaient plus occupées que jamais. Des escouades de volontaires, organisées par Parsons, préparaient la rue pour la semaine de la haine. Elles cousaient des bannières, peignaient des affiches, érigeaient des hampes de drapeaux sur les toits, risquaient leur vie pour lancer des fils par-dessus la rue et accrocher des banderoles. Parsons se vantait que seul le bloc de la Victoire déploierait 400 mètres de pavoisement. La chaleur et les travaux manuels lui avaient même fourni un prétexte pour revenir dans la soirée aux shorts et aux chemises ouvertes. Il était partout à la fois, à pousser, tirer, scier, clouer, improviser, à réjouir tout le monde par ses exhortations familières et à répandre par tous les plis de son corps un stock qui semblait inépuisable de sueur acide.
Les murs de Londres avaient soudain été couverts d'une nouvelle affiche. Elle ne portait pas de légende et représentait simplement la monstrueuse silhouette de 3 ou 4 mètres de haut d'un soldat eurasien au visage mongol, impassible, aux bottes énormes, qui avançait à grands pas avec, sur la hanche, une mitrailleuse pointée en avant. Sous quelque angle qu'on regardât l'affiche, la gueule de la mitrailleuse semblait pointer droit sur vous. Ces affiches avaient été collées sur tous les espaces vides des murs et leur nombre dépassait même celles qui représentaient Big Brother. Les prolétaires, habituellement indifférents à la guerre, étaient excités et poussés à l'un de leurs périodiques délires patriotiques. Comme pour s'harmoniser avec l'humeur générale, les bombes fusées avaient tué un nombre de gens plus grand que d'habitude. L'une d'elles tomba sur un cinéma bondé de Stepney et ensevelit sous les décombres plusieurs centaines de victimes. Toute la population du voisinage sortit pour les funérailles. Elle forma un long cortège qui dura des heures et fut, en fait, une manifestation d'indignation. Une autre bombe tomba dans un terrain abandonné qui servait de terrain de jeu. Plusieurs douzaines d'enfants furent atteints et mis en pièces. Il y eut d'autres manifestations de colère. On brûla l'effigie de Goldstein. Des centaines d'exemplaires de l'affiche du soldat eurasien furent arrachés et ajoutés aux flammes et un grand nombre de magasins furent pillés dans le tumulte. Puis, le bruit courut que des espions dirigeaient les bombes par ondes et on mit le feu à la maison d'un vieux couple suspect d'être d'origine étrangère. Il périt étouffé. Dans la pièce qui se trouvait au-dessus du magasin de M. Charrington, Winston et Julia, quand ils pouvaient s'y rendre, se couchaient côte à côte sur le lit sans couverture, nus sous la fenêtre ouverte pour avoir frais. Le rat n'était jamais revenu, mais les punaises s'étaient hideusement multipliées avec la chaleur. Cela ne semblait pas avoir d'importance. Sale ou propre, la chambre était un paradis. Quand ils arrivaient, Winston et Julia saupoudraient tout de poivre acheté au marché noir, enlevaient leurs vêtements, faisaient l'amour avec leur corps en sueur, puis s'endormaient. À leur réveil, ils découvraient que les punaises étaient revenues en masse pour une contre-attaque. Pendant le mois de juin, ils se rencontrèrent 4, 5, 6, 7 fois. Winston avait perdu l'habitude de boire du gin à n'importe quelle heure. Il semblait n'en avoir plus besoin. Il avait grossi, son ulcère variqueux s'était cicatrisé, ne laissant qu'une tache brune au-dessus du coup de pied. Ses quintes de toux matinales s'étaient arrêtées. Le cours de la vie avait cessé d'être intolérable. Il n'était plus tenté de faire des grimaces au télécran ou de proférer des jurons à tue-tête. Maintenant qu'ils possédaient tous deux un endroit secret et sûr, il ne leur paraissait même pas pénible de ne pouvoir se rencontrer que rarement et pour 2 heures chaque fois. L'important était que cette chambre au-dessus du magasin d'antiquités existât. Savoir qu'elle était là, inviolée, c'était presque s'y trouver. La chambre était un monde, une poche du passé où auraient pu marcher des animaux dont la race était éteinte. Winston pensait que M. Charrington faisait partie, lui aussi, de la race disparue. Avant de monter, il s'arrêtait d'habitude quelques minutes pour causer avec lui. Le vieillard semblait ne sortir que rarement, ou même jamais, et, d'autre part, n'avoir presque aucun client. Il menait une existence de fantôme entre le minuscule magasin et une arrière-cuisine encore plus minuscule où il préparait ses repas. Cette cuisine contenait, entre autres choses, un gramophone incroyablement ancien, muni d'un énorme pavillon. M. Charrington paraissait heureux d'avoir une occasion de parler. Tandis qu'il errait d'un objet à l'autre de son stock sans valeur, le nez long, les lunettes épaisses, les épaules courbées, vêtu d'une veste de velours, il avait toujours vaguement l'air d'être plutôt un collectionneur qu'un commerçant. Il palpait, avec une sorte d'enthousiasme désuet, un fragment ou un autre objet sans valeur. Le bouchon d'un flacon d'encre de Chine, le couvercle peint d'une tabatière cassée, un médaillon en simili contenant une mèche des cheveux d'un bébé mort depuis longtemps. Il ne demandait jamais à Winston d'acheter. Il se contentait de solliciter son admiration.
Causer avec lui était comme écouter le son d'une boîte à musique usée. Il avait ramené des profondeurs de sa mémoire quelques autres fragments de chansons oubliées. Il y en avait une qui parlait de 24 merles. Dans une autre, il était question d'une vache à la corne brisée. Une autre encore racontait la mort du jeune coq Robin. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser, » disait-il avec un petit rire d'excuse chaque fois qu'il produisait un nouveau fragment. Mais il ne se rappelait jamais que quelques vers de chaque chanson. Winston et Julia savaient tous deux, dans une certaine mesure, ce n'était jamais absent de leurs esprits, que le cours actuel des choses ne pouvait durer longtemps. Il y avait des moments où l'idée d'une mort imminente était aussi palpable que le lit sur lequel ils se couchaient, et ils s'accrochaient l'un à l'autre avec une sorte de sensualité désespérée, comme les damnés qui, 5 minutes avant que sonne la pendule, saisissent leur dernière bouchée de plaisir. Mais il y avait aussi des moments où ils avaient l'illusion non seulement de la sécurité, mais de la permanence. Tant qu'ils se trouvaient dans la chambre, ils avaient tous deux l'impression qu'aucun mal ne pourrait leur advenir. Y arriver était difficile et dangereux, mais la chambre elle-même était un sanctuaire inviolable. C'était comme lorsque Winston avait regardé l'intérieur du presse-papier. Il avait eu l'impression qu'il pourrait pénétrer dans le monde de verre et, qu'une fois là, la marche du temps pourrait être arrêtée. Ils se laissaient aller à des rêves d'évasion. Leur chance durerait indéfiniment et leur intrigue continuerait, exactement semblable, pendant tout le reste de leur vie naturelle. Catherine mourait et, par des manœuvres habiles, ils réussissaient à se marier. Ou ils se suicidaient ensemble, ou ils disparaissaient, modifiaient leur apparence pour ne pas être reconnus, apprenant à parler avec l'accent des prolétaires, obtenaient du travail dans une usine et passaient leur vie dans une rue écartée où on ne les découvrait pas. Tout cela n'avait pas de sens. Ils le savaient tous deux. En réalité, il n'y avait aucun moyen d'évasion. Ils n'avaient même pas l'intention de réaliser le seul plan qui fût praticable, le suicide. S'accrocher jour après jour, semaine après semaine, pour prolonger un présent qui n'avait pas de futur, était un instinct qu'on ne pouvait vaincre, comme on ne peut empêcher les poumons d'aspirer l'air tant qu'il y a de l'air à respirer. Parfois aussi, il parlait de s'engager dans une rébellion active contre le parti, mais il ne savait pas du tout comment commencer. Même si la fabuleuse fraternité était une réalité, il restait encore la difficulté de trouver le moyen d'en faire partie. Winston fit part à Julia de l'étrange intimité qui existait, ou semblait exister, entre O'Brien et lui, et de la tentation qui le prenait parfois de se mettre simplement en présence d'O'Brien, de lui annoncer qu'il était l'ennemi du parti et de lui demander son aide. Assez étrangement, l'impossibilité et la témérité de cet acte ne la frappèrent pas. Elle était habituée à juger des gens par leur visage, et il lui semblait naturel que Winston pût croire en la loyauté d'O'Brien sur la seule foi d'un éclair des yeux. De plus, elle considérait comme admis que tout le monde, ou presque tout le monde, haïssait en secret le parti et violerait les règles s'il était possible de le faire sans danger. Mais elle refusait de croire qu'une opposition vaste et organisée existât ou pût exister. Les histoires sur Goldstein et son armée clandestine, disait-elle, n'étaient qu'un tas de balivernes que le parti avait inventés pour des fins personnelles et qu'on devait faire semblant de croire. Elle avait, un nombre incalculable de fois, lors des rassemblements du parti et au cours de manifestations spontanées, demandé en criant à tue-tête, pour des crimes supposés auxquels elle n'ajoutait pas la moindre créance, l'exécution de gens dont elle n'avait jamais entendu les noms. Quand il y avait des procès publics, elle tenait sa place dans les détachements de la Ligue de la jeunesse qui entouraient les tribunaux du matin au soir et chantait à intervalles réguliers « Mort aux traîtres ». Pendant les 2 minutes de la haine, les insultes qu'elle proférait contre Goldstein dominaient toujours celles des autres. Elle n'avait pourtant qu'une idée très vague de Goldstein,
et des doctrines qu'il était censé représenter. Elle avait grandi après la Révolution et était trop jeune pour se rappeler les batailles idéologiques de 1950 à 1969. Une chose telle qu'un mouvement politique indépendant dépassait le pouvoir de son imagination et, en tout cas, le parti était invincible. Il existerait toujours et serait toujours le même. On ne pouvait se révolter contre lui que par une désobéissance secrète ou, au plus, par des actes isolés de violence, comme de tuer quelqu'un ou de lui lancer quelque chose à la tête. Elle était, par certains côtés, beaucoup plus fine que Winston et beaucoup moins perméable à la propagande du parti. Il arriva une fois à Winston de parler, à propos d'autre chose, de la guerre contre l'Eurasia. Elle le surprit en disant avec désinvolture qu'à son avis, il n'y avait pas de guerre. Les bombes fusées qui tombaient chaque jour sur Londres étaient probablement lancées par le gouvernement de l'Océania lui-même, juste pour maintenir les gens dans la peur. C'était une idée qui, littéralement, n'était jamais venue à Winston. Julia éveilla encore en lui une sorte d'envie lorsqu'elle dit que, pendant les 2 minutes de la haine, le plus difficile pour elle était de se retenir d'éclater de rire. Mais elle ne mettait pas en question les enseignements du parti que lorsqu'il touchait, de quelque façon, à sa propre vie. Elle était souvent prête à accepter le mythe officiel, simplement parce que la différence entre la vérité et le mensonge ne lui semblait pas importante. Elle croyait, par exemple, l'ayant appris à l'école, que le parti avait inventé les aéroplanes. Winston se souvenait qu'à l'époque où il était, lui, à l'école, vers 1958-59, c'était seulement l'hélicoptère que le parti prétendait avoir inventé. Une douzaine d'années plus tard, pendant les années de classe de Julia, il prétendait déjà avoir inventé l'aéroplane. Dans une génération, il s'attribuerait l'invention des machines à vapeur. Et quand il lui dit que les aéroplanes existaient avant qu'il fût né et longtemps avant la Révolution, elle trouva le fait sans intérêt aucun. Après tout, quelle importance cela avait-il, que ce fût celui-ci ou celui-là qui ait inventé les aéroplanes? Ce fut plutôt un choc pour Winston de découvrir, à propos d'une remarque faite par hasard, qu'elle ne se souvenait pas que l'Océania, il y avait 4 ans, était en guerre contre l'Estasia et en paix avec l'Eurasia. Il est vrai qu'elle considérait toute la guerre comme une comédie, mais elle n'avait apparemment même pas remarqué que le nom de l'ennemi avait changé. « Je croyais que nous avions toujours été en guerre contre l'Eurasia, » dit-elle vaguement. Winston en fut un peu effrayé. L'invention des aéroplanes était de beaucoup antérieure à sa naissance, mais le nouvel aiguillage donné à la guerre datait de 4 ans seulement, bien après qu'elle eût grandi. Il discuta à ce sujet avec elle pendant peut-être un quart d'heure. À la fin, il réussit à l'obliger à creuser sa mémoire, jusqu'à ce qu'elle se souvînt confusément qu'à une époque c'était l'Estasia et non l'Eurasia qui était l'ennemi. Mais la conclusion lui parut encore sans importance. « Qui s'en soucie ?» dit-elle avec impatience. « C'est toujours une sale guerre après une autre, et on sait que, de toute façon, les nouvelles sont toujours fausses. » Il lui parlait parfois du commissariat aux archives et des impudentes falsifications qui s'y perpétraient. De telles pratiques ne semblaient pas l'horrifier. Elle ne sentait pas l'abîme s'ouvrir sous ses pieds à la pensée que des mensonges devenaient des vérités. Il lui raconta l'histoire de Jones à Aronson et Rutherford, et de l'important fragment de papier qu'il avait une fois tenu entre ses doigts. Elle n'en fut pas très impressionnée. Elle ne saisit pas tout de suite, d'ailleurs, le nœud de l'histoire. « Étaient-ce tes amis ?» demanda-t-elle. « Non, je ne les ai jamais connus. C'étaient des membres du parti intérieur. En outre, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils appartenaient à l'ancienne époque, d'avant la Révolution. Je les connaissais tout juste de vue. »« Alors, qu'y avait-il là pour te tracasser ? Il y a toujours eu des gens tués, n'est-ce pas ?» Il essaya de lui faire comprendre. C'était un cas exceptionnel.
Il ne s'agissait pas seulement du meurtre d'un individu. Te rends-tu compte que le passé a été aboli jusqu'à hier? S'il survit quelque part, c'est dans quelque objet auquel n'est attaché aucun mot, comme ce bloc de verre sur la table. Déjà, nous ne savons littéralement presque rien de la Révolution et des années qui la précédèrent. Tous les documents ont été détruits ou falsifiés, tous les livres réécrits, tous les tableaux repeints, toutes les statues, les rues, les édifices ont changé de nom. Toutes les dates ont été modifiées, et le processus continue tous les jours, à chaque minute. L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe qu'un présent éternel dans lequel le parti a toujours raison. Je sais naturellement que le passé est falsifié, mais il me serait impossible de le prouver, alors même que j'ai personnellement procédé à la falsification. La chose faite, aucune preuve ne subsiste. La seule preuve est à l'intérieur de mon cerveau, et je n'ai aucune certitude qu'un autre être humain quelconque partage mes souvenirs. De toute ma vie, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de tenir la preuve réelle et concrète. Des années après. Et à quoi cela t'avançait-il? À rien, parce que quelques minutes plus tard, j'ai jeté le papier. Mais aujourd'hui, si le cas se reproduisait, je garderais le papier. Eh bien, pas moi, répondit Julia. Je suis prête à courir des risques, mais pour quelque chose qui en vaut la peine, pas pour des bouts de vieux journaux. Qu'en aurais-tu fait, même si tu l'avais gardé? Pas grand-chose, peut-être. Mais c'était une preuve. Elle aurait pu implanter quelques doutes çà et là, si j'avais osé la montrer. Je ne pense pas que nous puissions changer quoi que ce soit pendant notre existence. Mais on peut imaginer que de petits nœuds de résistance puissent jaillir çà et là, de petits groupes de gens qui se ligueraient et dont le nombre augmenterait peu à peu. Ils pourraient même laisser après eux quelques documents pour que la génération suivante reprenne leur action au point où ils l'auraient laissée. La prochaine génération ne m'intéresse pas, chérie. Ce qui m'intéresse, c'est nous. De la taille aux orteils. Tu n'es qu'une rebelle, chérie. Elle trouva la phrase très spirituelle et, ravie, jeta ses bras autour de lui. Elle ne prêtait pas le moindre intérêt aux ramifications de la doctrine du parti. Quand il se mettait à parler des principes de Langsock, de la double pensée, de la mutabilité du passé, de la négation de la réalité objective, et qu'il employait des mots novlangues, elle était ennuyée et confuse, et disait qu'elle n'avait jamais fait attention à ces choses. On savait que tout cela n'était que baliverne, alors pourquoi s'en préoccuper? Elle savait à quel moment applaudir, à quel moment pousser des huées, et c'est tout ce qu'il était nécessaire de savoir. Quand il persistait à parler sur de tels sujets, elle avait la déconcertante habitude de s'endormir. Elle était de ces gens qui peuvent s'endormir à n'importe quelle heure et dans n'importe quelle position. En causant avec elle, Winston se rendit compte à quel point il était facile de présenter l'apparence de l'orthodoxie sans avoir la moindre notion de ce que signifiait l'orthodoxie. Dans un sens, c'est sur les gens incapables de la comprendre que la vision du monde qu'avait le parti s'imposait avec le plus de succès. On pouvait leur faire accepter les violations les plus flagrantes de la réalité parce qu'ils ne saisissaient jamais entièrement l'énormité de ce qui leur était demandé et n'étaient pas suffisamment intéressés par les événements publics pour remarquer ce qui se passait. Par manque de compréhension, ils restaient sains. Ils avalaient simplement tout, et ce qu'ils avalaient ne leur faisait aucun mal, car cela ne laissait en eux aucun résidu, exactement comme un grain de blé qui passe dans le corps d'un oiseau sans être digéré. Chapitre 6 de la partie 2 du roman. C'était enfin arrivé. Le message attendu était venu. Il semblait à Winston qu'il avait toute sa vie attendu ce moment. Il longeait le couloir du ministère, et il était presque à l'endroit où Julia lui avait glissé le mot dans la main, quand il s'aperçut que quelqu'un plus corpulent que lui marchait juste derrière lui. La personne
qu'il n'identifiait pas encore, fit entendre une petite toux, prélude évident de ce qu'elle allait dire. Winston s'arrêta brusquement et se retourna. C'était O'Brien. Ils étaient enfin face à face, et il semblait à Winston que son seul désir était de s'enfuir. Son cœur battait à se rompre. Il aurait été incapable de parler. O'Brien, cependant, continuait à marcher du même pas, sa main un moment posée sur le bras de Winston d'un geste amical, de sorte que tous deux marchèrent côte à côte. Il se mit à parler avec la courtoisie grave et particulière qui le différenciait de la plupart des membres du parti intérieur. « J'attendais une occasion de vous parler, dit-il. J'ai lu l'autre jour un de vos articles novlangue dans le Times. Vous vous intéressez en érudit aux novlangues, je crois. » Winston avait recouvré une partie de son sang-froid. « Érudit ? Oh, à peine, dit-il. Je ne suis qu'un amateur. Ce n'est pas ma partie. Je n'ai jamais rien eu à faire avec l'actuelle construction du langage. »« Mais vous écrivez très élégamment, dit O'Brien. Je ne suis pas seul à le penser. Je parlais récemment à un de vos amis, qui est un expert. Son nom m'échappe pour l'instant. » Le cœur de Winston battit de nouveau douloureusement. Il était inconcevable que cette phrase ne se rapportât point à Sim. Mais Sim n'était pas seulement mort, il était aboli. Il était un non-être. Toute évidente référence à lui était mortellement dangereuse. La remarque d'O'Brien devait certainement être comprise comme un signal, un mot de code. En partageant avec Winston un petit crime par la pensée, il avait fait de tous deux des complices. Ils avaient continué à marcher lentement dans le corridor, mais O'Brien s'arrêta. Avec cette curieuse, désarmante amitié qu'il s'arrangeait pour mettre dans son geste, il équilibra ses lunettes sur son nez. Puis il poursuivit. « Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que, dans votre article, vous avez employé 2 mots qui sont périmés. Mais ils ne le sont que depuis peu. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire novlangue ? » ?»« Non, répondit Winston. Je ne pensais pas qu'elle eût déjà paru. Nous nous servons encore au département des archives de la 9e édition. La 10e édition ne paraîtra pas avant quelques mois, je crois, mais quelques exemplaires ont déjà été mis en circulation. J'en ai moi-même un. Peut-être vous intéresserait-il de le voir ? Très certainement, répondit Winston, qui comprit immédiatement à quoi tendait O'Brien. Quelques-unes des nouvelles trouvailles sont très ingénieuses. La réduction du nombre de verbes. C'est cette partie qui vous plaira, je pense. Voyons, vous l'enverrai-je par un messager ? Mais j'oublie invariablement, je crois, toutes les choses de ce genre. Peut-être pourriez-vous passer à mon appartement, quand cela vous conviendra. Attendez, laissez-moi vous donner mon adresse. Ils étaient debout devant un télécran. D'un geste désinvolte, O'Brien fouilla ses poches et en sortit un petit carnet couvert de cuir et un crayon à encre en or. Immédiatement sous le télécran, dans une posture telle que n'importe qui, à l'autre bout de l'instrument, pouvait lire ce qu'il écrivait, il griffonna une adresse, déchira la page et la tendit à Winston. « Je suis d'habitude chez moi dans la soirée, dit-il. Si je n'y étais pas, mon domestique vous remettrait le dictionnaire. » Il partit, laissant Winston avec le bout de papier entre les mains. Il n'était pas besoin, cette fois, de le cacher. Néanmoins, Winston étudia soigneusement ce qui y était écrit, et, quelques heures plus tard, le jeta, avec un tas d'autres papiers, dans le trou de mémoire. Ils ne s'étaient parlé que pendant 2 minutes au plus. L'épisode ne pouvait avoir qu'une signification. Il n'avait été machiné que pour faire connaître à Winston l'adresse d'O'Brien. C'était nécessaire, car il n'était jamais possible, si on ne le lui demandait directement, de découvrir où vivait quelqu'un. Il n'y avait, en cette matière, de fil d'Ariane d'aucune sorte.
Si jamais vous vouliez me voir, c'est là que vous me trouveriez. » Voilà ce que lui avait dit O'Brien. Peut-être même y aurait-il un message caché quelque part dans le dictionnaire. Mais, en tout cas, une chose était certaine. La conspiration dont il avait rêvé existait et il en avait atteint la pointe extérieure. Il savait que tôt ou tard il obéirait aux ordres d'O'Brien. Peut-être serait-ce le lendemain, peut-être serait-ce après un long délai, il l'ignorait. Ce qui arrivait n'était que le résultat d'un processus qui avait commencé depuis des années. Le premier pas avait été une pensée secrète, involontaire. Le deuxième était l'ouverture de son journal. Il avait passé des pensées aux mots et il passait maintenant des mots aux actes. Le dernier pas serait quelque chose qui aurait lieu au ministère de l'Amour. Il l'avait accepté. La fin était impliquée dans le commencement. Mais c'était effrayant. Plus exactement, c'était comme un avant-goût de la mort. C'était comme d'être un peu moins vivant. Même pendant qu'il parlait à O'Brien, alors que le sens des mots le pénétrait, il avait été secoué d'un frisson glacial. Il avait la sensation de marcher dans l'humidité d'une tombe, et qu'il ait toujours su que la tombe était là, et qu'elle l'attendait, n'améliorait rien. Chapitre 7. Winston s'était redressé, les yeux pleins de larmes. Julia, tout ensommeillée, roula contre lui et murmura quelque chose qui pouvait être « Qu'est-ce que tu as ?» « Je rêvais, commença-t-il. Mais il s'arrêta net. C'était trop complexe pour être traduit par des mots. Il y avait le rêve lui-même, et il y avait le souvenir lié à ce rêve qui s'était glissé dans son esprit quelques secondes après son réveil. Il s'allongea, les yeux fermés, encore plongé dans l'atmosphère du rêve. C'était un rêve vaste et lumineux, dans lequel toute sa vie semblait s'étendre devant lui comme un soir d'été, un paysage après la pluie. Tout s'était passé à l'intérieur du presse-papier en verre, mais la surface du verre était le dôme du ciel et, à l'intérieur de ce dôme, tout était plongé dans une claire et douce lumière qui permettait de voir à des distances infinies. Le rêve comprenait aussi en vérité, c'est en quoi en un sens il avait consisté, un geste du bras fait par sa mère et répété 30 ans plus tard par la femme juive qu'il avait vue sur le film d'actualité. Avant que les hélicoptères les réduisent tous deux en pièces, elle avait essayé d'abriter des balles un petit garçon. « Sais-tu, dit Winston, que jusqu'à ce moment, je croyais avoir tué ma mère. »« Pourquoi l'as-tu tuée ?» demanda Julia, presque endormie. « Je ne l'ai pas tuée, pas matériellement. » Il s'était rappelé dans son rêve la dernière vision qu'il avait eue de sa mère et, pendant les quelques minutes de son réveil, le faisceau de petits faits qui accompagnait cette vision lui était revenu à l'esprit. C'était un souvenir qu'il avait volontairement repoussé de sa conscience pendant des années. Il n'était pas certain de la date à laquelle cela s'était passé, mais il ne devait pas avoir moins de 10 ans, il en avait peut-être même 12 quand l'événement avait eu lieu. Son père avait disparu quelque temps auparavant. Combien de temps avant, il ne pouvait se le rappeler. Il se souvenait mieux du tumulte, du malaise qui marquait cette époque. Les paniques périodiques à propos des raids aériens, la recherche d'un abri dans les stations de métro, l'état de moellons partout, les proclamations inintelligibles affichées à tous les carrefours, les équipes de jeunes en chemise de même couleur, les interminables queues devant les boulangeries, le bruit intermittent du canon dans le lointain et, surtout, le fait qu'il n'y avait jamais assez à manger. Il se souvenait de longs après-midi passés avec d'autres garçons à fouiller les poubelles et les tas de détritus pour en extraire des nervures de feuilles de choux, des épluchures de pommes de terre, parfois même de vieilles croûtes de pain rassis sur lesquelles ils grattaient soigneusement la cendre. Ils attendaient aussi le passage de camions sur une certaine route. On savait qu'ils transportaient de la nourriture à bestiaux et que parfois, à la faveur de chaos dans les mauvais passages de la route,
il répandait des fragments de tourteau. Quand son père eut disparu, sa mère n'accusa ni surprise ni chagrin violent, mais il y eut en elle un changement soudain. Elle semblait avoir perdu toute énergie. Il était évident, même pour Winston, qu'elle attendait un événement qu'elle savait devoir se produire. Elle faisait tout ce qui était nécessaire, cuisinait, lavait, raccommodait, faisait le lit, balayait le parquet, essuyait la cheminée, toujours très lentement et avec un manque étrange de mouvements superflus, comme un personnage dessiné qui, de sa propre initiative, se mettrait en mouvement. Son corps volumineux et bien proportionné semblait retomber naturellement dans l'immobilité. Des heures et des heures, elle restait assise sur le lit, presque immobile, à nourrir la jeune sœur de Winston, enfant de 2 ou 3 ans, petite, malade, silencieuse, dont le visage était simiesque à force de minceur. Quelquefois, rarement, elle prenait Winston dans ses bras et le serrait contre elle longtemps sans rien dire. Il comprenait, en dépit de sa jeunesse et de son égoïsme, que ce geste était en quelque sorte lié à l'événement. Mais lequel? Qui devait survenir? Il se souvenait de la pièce dans laquelle il vivait, une pièce sombre, sentant le renfermer, qui paraissait à moitié remplie par un lit recouvert d'une courte pointe blanche. Il y avait un fourneau à gaz dans la galerie de la cheminée, une étagère où l'on gardait la nourriture et, à l'extérieur, sur le palier, un évier de faïence brune commun à plusieurs pièces. Il se souvenait du corps sculptural de sa mère courbé sur le fourneau à gaz pour remuer quelque chose dans la casserole. Il se souvenait surtout de sa faim presque continuelle et des batailles féroces et sordides au moment des repas. Il ne cessait d'adresser des reproches à sa mère et de lui demander pourquoi il n'y avait pas plus de nourriture. Il criait et tempêtait contre elle. Il se souvenait même des différents tons de sa voix qui commençaient à muer prématurément et explosaient parfois d'une façon particulière. Ou bien il essayait une hypocrite note pathétique pour obtenir plus que sa part. Sa mère était tout à fait prête à lui donner plus que sa part. Elle considérait comme admis que lui, le garçon, reçut la plus grosse portion. Mais, quelque quantité qu'elle lui donnât, il en réclamait invariablement davantage. À chaque repas, elle le suppliait de ne pas être égoïste, de se rappeler que sa petite sœur était malade et avait besoin, elle aussi, de nourriture. Mais c'était inutile. Il criait de rage quand elle s'arrêtait de le servir. Il essayait de lui arracher la casserole et la cuillère des mains. Il s'appropriait des morceaux dans l'assiette de sa sœur. Il savait qu'il affamait sa mère et sa sœur, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il sentait même qu'il avait le droit de le faire. La faim qui lui faisait crier les entrailles semblait le justifier. Entre les repas, si sa mère ne montait pas la garde, il puisait continuellement dans la misérable réserve de nourriture qui était sur l'étagère. Un jour, on distribua une ration de chocolat. Il n'y en avait pas eu depuis des semaines et des mois. Winston se souvenait clairement du précieux petit morceau de chocolat. C'était une tablette de 2 onces. On parlait encore d'onces à cette époque. À partager entre eux 3. Il était évident qu'elle devait être divisée en 3 parts égales. Winston, comme s'il écoutait quelqu'un d'autre, s'entendit soudain demander d'une voix mugissante la tablette entière pour lui seul. Sa mère lui dit de ne pas être gourmand. Il y eut une longue discussion avec des reproches de part et d'autre. Des cris, des gémissements, des pleurs, des remontrances, des marchés. Sa minuscule petite sœur, qui s'accrochait à sa mère des 2 mains, exactement comme un petit de singe, était assise et, de ses grands yeux tristes, le regardait par-dessus l'épaule de sa mère. À la fin, celle-ci cassa les 3/4 de la tablette et les donna à Winston. L'autre quart fut pour la petite sœur. La petite fille s'en empara et la fixa d'un air morne. Elle ne savait peut-être pas ce que c'était. « Winston! Winston !» appela sa mère. « Reviens, rends son chocolat à ta sœur. »
Il s'arrêta, mais ne revint pas. Les yeux anxieux de sa mère étaient fixés sur son visage. Même à ce moment-là, elle pensait à l'événement. Il ne savait lequel, qui était sur le point de se produire. Sa sœur, consciente d'avoir été frustrée de quelque chose, avait poussé une faible plainte. Sa mère entoura l'enfant de son bras et lui pressa le visage contre sa poitrine. Quelque chose lui dit que sa sœur était mourante. Il se retourna et s'envola dans l'escalier avec le chocolat qui lui collait aux doigts. Il ne revit jamais sa mère. Après avoir dévoré le chocolat, il se sentit quelque peu honteux de lui-même et traîna par les rues pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que la faim le ramenât à la maison. Quand il rentra, sa mère avait disparu. À cette époque, c'était un événement déjà normal. Rien n'avait disparu de la pièce, sauf sa mère et sa sœur. On n'avait pris aucun vêtement, pas même le manteau de sa mère. Il n'avait, à ce jour, aucune certitude de la mort de sa mère. Il était très possible qu'elle eût été simplement envoyée dans un camp de travail. Quant à sa sœur, elle pouvait avoir été versée, comme le fut Winston lui-même, dans une des colonies d'enfants sans foyer. On les appelait centres de conversion, qui s'étaient développés à la faveur des guerres civiles. Ou on l'avait peut-être envoyée au camp de travail avec sa mère, ou bien encore, on l'avait simplement laissé mourir n'importe où. Le rêve était encore très net dans l'esprit de Winston. Surtout le geste du bras, enveloppant, protecteur, dans lequel la complète signification de ce rêve semblait contenue. Son esprit se tourna vers un autre rêve qu'il avait eu 2 mois auparavant. Exactement comme sa mère était assise sur le petit lit sale recouvert d'un couvre-pied blanc, l'enfant agrippé à elle, il l'avait vue assise dans un navire qui sombrait, loin au-dessous de lui. Elle s'enfonçait de plus en plus à chaque minute, mais elle levait encore les yeux vers lui, à travers l'eau qui s'assombrissait. Il raconta à Julia l'histoire de la disparition de sa mère. Sans ouvrir les yeux, elle se retourna et s'installa dans une position confortable. « Je crois que tu étais un sale petit cochon dans ce temps-là, » dit-elle indistinctement. « Tous les enfants sont des cochons. » Oui, mais le sens réel de l'histoire... Il était évident, à sa respiration, qu'elle s'endormait encore. Il aurait aimé continuer à parler de sa mère. D'après ce qu'il pouvait s'en rappeler, il ne pensait pas qu'elle eût été une femme extraordinaire, encore moins une femme intelligente. Elle possédait cependant une sorte de noblesse, de pureté, simplement parce que les règles auxquelles elle obéissait lui étaient personnelles. Ses sentiments lui étaient propres et ne pouvaient être changés de l'extérieur. Elle n'aurait pas pensé qu'une action inefficace est, par là, dépourvue de signification. Quand on aimait, et quand on n'avait rien d'autre à donner, on donnait son amour. Quand le dernier morceau de chocolat avait été enlevé, la mère avait serré l'enfant dans ses bras. C'était un geste inutile, qui ne changeait rien, qui ne produisait pas plus de chocolat, qui n'empêchait pas la mort de l'enfant ou la sienne, mais il lui semblait naturel de le faire. La femme réfugiée du bateau avait aussi couvert le petit garçon de son bras, qui n'était pas plus efficace contre les balles qu'une feuille de papier. Le parti avait commis le crime de persuader que les impulsions naturelles, les sentiments naturels, étaient sans valeur, alors qu'ils dérobaient en même temps à l'individu tout pouvoir sur le monde matériel. Quand on se trouvait entre les griffes du parti, ce que l'on sentait ou ne sentait pas, ce que l'on faisait ou se retenait de faire, n'avait littéralement aucune importance. On disparaissait, et personne n'entendait plus parler de vous, de vos actes. Vous étiez aspirés hors du cours de l'histoire. Les gens de 2 générations auparavant n'essayaient pas de changer l'histoire. Ils étaient dirigés par leur fidélité à des règles personnelles qu'ils ne mettaient pas en question. Ce qui importait, c'étaient les relations individuelles, et un geste absolument inefficace, un baiser, une larme,
un maudit à un mourant, pouvaient avoir en eux-mêmes leur signification. Winston pensa soudain que les prolétaires étaient demeurés dans cette condition. Ils n'étaient pas fidèles à un parti, un pays ou une idée, ils étaient fidèles l'un à l'autre. Pour la première fois de sa vie, il ne méprisa pas les prolétaires et ne pensa pas à eux simplement comme à une force inerte qui un jour naîtrait à la vie et régénérerait le monde. Les prolétaires étaient restés humains. Ils ne s'étaient pas durcis intérieurement. Ils avaient retenu les émotions primitives qu'il avait, lui, à réapprendre par un effort conscient. À cette pensée, il se souvint, sans soulagement apparent, d'avoir, il y avait quelques semaines, vu sur le pavé une main arrachée, et de l'avoir poussée du pied dans le caniveau comme s'il s'agissait d'un trognon de chou. « Les prolétaires sont des êtres humains, » dit-il tout haut. « Nous ne sommes pas des humains. »« Pourquoi ?» demanda Julia, qui était de nouveau réveillée. Il réfléchit un instant. « Est-ce qu'il t'est jamais venu à l'idée, dit-il, que le mieux que nous ayons à faire est simplement de nous en aller d'ici avant qu'il soit trop tard, et de ne jamais nous revoir ?»« Oui, chérie, j'y ai pensé, plusieurs fois, mais je ne le ferai tout de même pas. »« Nous avons eu de la chance, dit-il, mais ça ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Tu es jeune, tu parais normale et innocente. Si tu te tiens à distance de gens comme moi, tu peux vivre encore 50 ans. Non, j'ai réfléchi à tout cela. Ce que tu fais, je le fais. Mais ne sois pas si déprimée. Je m'entends assez à rester en vie. Il se peut que nous restions ensemble encore 6 mois, peut-être 1 an, on ne sait pas. Mais au bout du compte, nous sommes certains d'être séparés. Est-ce que tu te rends compte à quel point nous serons seuls? Quand ils se seront emparés de nous, nous ne pourrons rien, absolument rien, l'un pour l'autre. Si je me confesse, ils te fusilleront. Si je ne me confesse pas, ils te fusilleront de la même façon. Quoi que je dise, quoi que je fasse, et même si je me retiens de parler, rien ne retardera ta mort de 5 minutes. Aucun de nous deux ne saura si l'autre est vivant ou mort. Nous serons absolument démunis, absolument désarmés. La seule chose qui importe, c'est que nous ne nous trahissions pas l'un l'autre, mais, au fond, rien ne changera rien. Pour ce qui est de la confession, dit-elle, nous nous confesserons, c'est sûr. Tout le monde se confesse. On ne peut pas faire autrement. Ils vous torturent. Je ne parle pas de confession. Se confesser n'est pas trahir. Ce que l'on dit ou fait ne compte pas. Seuls les sentiments comptent. S'ils peuvent m'amener à cesser de t'aimer, là sera la vraie trahison. Elle considéra la question. Ils ne le peuvent pas, dit-elle finalement. C'est la seule chose qu'ils ne puissent faire. Ils peuvent nous faire dire n'importe quoi, absolument n'importe quoi, mais ils ne peuvent nous le faire croire. Ils ne peuvent entrer en nous. Non, dit-il avec un peu d'espoir. Non, c'est bien vrai. Ils ne peuvent entrer en nous. Si l'on peut sentir qu'il vaut la peine de rester humain, même s'il ne doit rien en résulter, on les a battus. Il pensa au télécran et à son oreille toujours ouverte. Ils pouvaient vous espionner nuit et jour, mais si l'on ne perdait pas la tête, on pouvait les déjouer. Malgré toute leur intelligence, ils ne s'étaient jamais rendus maîtres du secret qui permettrait de découvrir ce que pense un autre homme. Peut-être cela était-il moins vrai quand on se trouvait entre leurs mains. On ne savait pas ce qui se passait au ministère de l'amour, mais on pouvait le deviner. Torture, drogue, enregistrement des réactions nerveuses par des appareils sensibles, usure graduelle de la résistance par le manque de sommeil, la solitude et les interrogatoires continuels. Les faits, en tout cas, ne pouvaient être dissimulés. Ils étaient découverts par des enquêtes. On vous en arrachait l'aveu par la torture. Mais
si le but poursuivi était non de rester vivant, mais de rester humain, qu'importait, en fin de compte, la découverte des faits? On ne pouvait changer les sentiments. Même soi-même, on ne pouvait pas les changer. L'eût-on désiré? Le parti pouvait mettre à nu les plus petits détails de tout ce que l'on avait dit ou pensé, mais les profondeurs de votre cœur, dont les mouvements étaient mystérieux, même pour vous, demeuraient inviolables.